Alors, pour ma part, j'ai fait la connaissance d'Eliane Amado à travers ma famille, et je l'ai surtout côtoyée lorsque j'étais jeune étudiant. Et, je lui dois beaucoup parce que c'est finalement grâce à elle que je suis rentré dans l'étude des sciences humaines. Et je ne suis pas spécialiste de pensée juive, je ne suis pas non plus psychanalyste, mais il y a des choses qui, chez Eliane, m'avaient énormément marqué, comme nous tous, enfin, ceux et celles qui l'ont connu et ceux et celles qui ne l'ont pas connu à travers ces livres qui sont très marquants. Et c'est ce dont je voudrais parler ici, c'est ce que j'ai donc appelé la pensée conjonctive. Et Eliane me disait toujours, mais oui, enfin, la pensée, la philosophie, mais la pensée en général doit être conjonctive. Et donc, elle l'opposait à son contraire, qui est la pensée disjonctive. Mais c'est quoi exactement cette volonté de joindre ces différents éléments? Et Eliane dans cette capacité qu'elle avait à joindre, il y avait chez elle une très grande culture. Ce matin, tout à l'heure, on disait que ce n'était pas une érudite. Elle n'était pas une érudite du Zohar, mais en même temps, c'était quelqu'un de remarquablement cultivé. Et en même temps, c'était quelqu'un qui voulait faire le lien entre ces différentes cultures et différentes formes de pensée. Et il y avait chez elle, et c'était ce que je trouvais fascinant, peut-être parce que j'étais particulièrement jeune, il y avait quelque chose de véritablement magique chez elle. Enfin, tous ceux et celles qui l'ont connue savent que c'était quelqu'un qui était véritablement doté d'un grand charisme. Et de fait, il y avait beaucoup de personnes qui la suivaient. Il y avait une dimension chez elle un peu prophétique. Et elle marquait profondément les gens de sa pensée et de sa présence. Et cette pensée conjonctive, c'est une question épistémologique, de théorie du savoir, de théorie de la théorie. Et également, c'est quelque chose qui relève justement de sa capacité de prestidigité, de magicienne. Et pour justement faire tenir ensemble des choses qui, en principe, sont totalement disjointes. Alors là, je vais commencer. Finalement, ce que j'ai fait, c'est relire un certain nombre de ces livres. Et je vais commencer par une situation, c'est un beau lapsus, par une citation. Donc, voilà ce qu'écrit Eliane. « Si Freud parvint à déchiffrer des rêves comme des textes, peut-être est-ce parce que des générations derrière lui avaient déchiffré des textes comme des rêves, et acquis au contact de la langue hébraïque le sens de ce partage permanent et fondé des significations latentes aux significations patentes. Vous le rappeliez tout à l'heure, le latent et le patent. Les rêves comme des textes et les textes comme des rêves. Et les rêves comme des textes, oui, c'est la tradition freudienne, et elle dit elle-même, psychanalyste, j'ai appris à lire les rêves comme des textes, dans la tradition même d'une exégèse biblique, dont Freud était malgré lui imprégné, exégèse biblique, qui lit des textes comme des rêves. Là, elle renverse. Elle se situe sur les deux versants. Mais évidemment, lire des rêves comme des textes, c'est assez classique. En revanche, lire des textes comme des rêves, ça l'est beaucoup moins. Et ça, en épistémologie, il y a peu de philosophes qui considèrent qu'on peut lire des textes comme des rêves. Comme si, justement, le rêve avait une portée épistémique, c'est-à-dire qu'il fait comprendre quelque chose, et c'est sa portée-là. Et finalement, le livre sur lequel... ce passage-là vient du Temps dans la vie morale, qui est un des premiers... plutôt la première période de son œuvre, et la deuxième citation vient du livre Isaac, gardien de son frère. Mais finalement, le livre vers lequel j'ai été le plus,
en pensant à cette communication, c'est penser ou et rêver, qui à mon sens est un des travaux les plus originaux, où elle a véritablement essayé de dire, et je reviendrai sur ce que ça veut dire, d'essayer de dire ce qu'elle a voulu dire toute sa vie. Et le sous-titre, c'est « Mécanismes et objectifs de la pensée en Occident et dans le judaïsme ». Alors, cette position-là, donc lire des textes comme des rêves, elle est résolument inorthodoxe. Et cet équilibre-là entre ces trois termes, justement, enfin, c'est un défi à l'orthodoxie. Parce que c'est bien évidemment un défi à l'orthodoxie psychanalytique, et vous le rappeliez vous-même, finalement, enfin, elle a mise à l'écart de l'histoire de la psychanalyse, elle a été refoulée, parce que bien évidemment, ce que faisait Eliane, elle le faisait en prenant une très très grande liberté avec les textes analytiques. C'est résolument inorthodoxe du point de vue de l'épistémologie. Franchement, lire des textes comme des rêves, enfin, en général, les philosophes, en tout cas ceux contemporains, et j'en dirai deux mots après, ça ne leur convient pas, c'est pas cachère du tout, vraiment. Et pour le judaïsme, alors c'est peut-être là où, finalement, moi ce que je veux faire, c'est voir finalement comment s'organisent ces trois pôles et cet équilibre. Finalement, tout au long de sa vie, progressivement, elle s'est de plus en plus ancrée dans le judaïsme comme référence essentielle. C'était déjà là, bien évidemment, au début, mais ça s'est beaucoup plus accentué par la suite. Mais même je pense que pour un certain nombre de rabbins, ce que Eliane écrit ne coule pas de source. Enfin, c'est pas évident du tout. Et de fait, même vis-à-vis des rabbins, elle avait une certaine liberté de penser. Et ça, justement, enfin, elle pouvait avoir un regard assez critique sur eux également. Et donc, chez elle, il y a une volonté d'occuper une place qui est profondément originale et de fait d'accepter aussi d'être aux marges. Parce que son grand thème dans la pensée conjonctive, c'est l'interdisciplinarité, en gros. L'interdisciplinarité, en sciences humaines, en sciences sociales, enfin oui, enfin, tout le monde dit « Ah, mais je suis interdisciplinaire, etc. » Mais très très peu le sont, et c'est plutôt l'inverse, puisque surtout à partir des années 70, 80, enfin, toute l'université se développe à travers l'ultra-spécialisation. Vous êtes le spécialiste d'une question, et vous avez une niche, etc. Et Eliane faisait exactement l'inverse, et c'est audacieux, c'est aussi... Enfin, on s'expose beaucoup à la critique, finalement, de la part des différents gardiens du temple. Et pourtant, c'est ce qu'elle a voulu faire, toute sa vie. Alors, cette pensée conjonctive, cette logique de la conjonction, je vais la présenter 4 domaines où je considère qu'elle a voulu faire ce travail de conjonction. D'une part, dans le domaine du savoir, dans la logique temporelle, la conjonction dans l'histoire et dans le temps, dans la question de la responsabilité, de la morale, et dans le domaine de la sexualité. Alors, tout d'abord, la pensée conjonctive dans le domaine du savoir. Comme ce titre l'indique, penser ou et rêver. Et vous voyez bien que d'habitude, on dit et ou. Et là, c'est ou et. Et c'est le et qui est le plus important. Penser et rêver. Les deux sont liés. Alors finalement, c'est la pensée du en même temps. Enfin, je pensais ce matin, enfin, je sais pas, elle est peut-être macronienne avant l'heure. Enfin, c'est en même temps. Je me demande d'ailleurs ce qu'elle penserait de... Enfin, j'ai une ou deux idées, enfin, à propos de notre président. Mais c'est ça, faire les deux en même temps. Et ce qui est assez intéressant, en relisant ces livres, c'est de voir justement dans cette longue œuvre aussi sa manière d'écrire. Il y a quelque chose toujours de la reprise. Elle lance un certain nombre d'idées, et ensuite elle passe le livre à essayer de les rattraper, et ça sera rattrapé dans les suivants. Il y a une sorte de cadence où il faut
on a dispersé certains éléments et ensuite il faut reconstruire le puzzle. Il y a quelque chose également, enfin toujours dans ce rythme, dans la phrase, il y aurait un beau livre à écrire justement sur le rythme et le style d'Eliane Amado, qui au départ est marqué par un très très grand classicisme. Voilà, c'est une élève de la Sorbonne, de ces années-là. C'est une métaphysicienne. Moi je ne suis pas du tout, c'est pas du tout maintenant, je me suis détaché finalement de son œuvre. C'est pas la tradition dans laquelle je m'inscris, mais c'est une philosophe qui écrit sur le temps et qui écrit sur la métaphysique. Et il y a ces phrases qui sont assez longues où il y a tous ces éléments qu'elle essaie de raccrocher. Et elle revient dessus. Et progressivement, sa pensée se précise, mais ensuite elle prend des ornières. Et il y a une rythmique qui est très très particulière dans son œuvre. Et dans cette pensée conjonctive, ça a déjà été rappelé, bien évidemment, enfin, le centre, le barycentre de ce tripode entre la philosophie, la psychanalyse et la pensée juive, c'est la place des Juifs. Et ce qui est intéressant et justement qui est peu orthodoxe, c'est de voir comment elle revisite le judaïsme des penseurs juifs. Finalement, elle va rejudaïser un certain nombre de grands penseurs qu'elle sélectionne. Alors, pas tous les juifs, mais en tous les cas, évidemment, les deux principaux, c'est Freud et Spinoza. Et Freud, et là justement on voit bien la différence avec l'orthodoxie analytique, finalement dans le mainline analytique, Freud c'est le juif sans Dieu. Il y a un livre très connu de Peter Gay, A Jew Without a God. C'est cette idée que voilà, Freud avait rompu avec la religion. Et de fait, il y a des éléments chez Freud qui permettent de dire que oui, il critiquait la religion comme névrose, etc. Mais ce que fera Eliane, avec son tour de magie habituel, c'est qu'elle montrera, à travers un certain nombre de lapsus de Freud, des oublis, etc., des notes en bas de page, que Freud était beaucoup plus juif que ce qu'on voulait le croire, qu'en fait, c'était le meilleur des juifs. Parce qu'en plus, il était un génie, donc c'est parfait. Et donc, elle va le rejudaïser, elle va montrer justement que c'est une première, finalement, c'est une image, mais qu'il faut aller derrière l'image et que dans l'essence, c'est ça, c'est le Freud juif. Elle fera la même chose avec Spinoza, parce que chez Spinoza, il y a des passages qui sont très critiques de la religion. Mais je me souviens d'avoir discuté avec elle, je me disais, mais non, mais ça, c'est superficiel. En fait, il y a ce noyau juif. Et à ce moment-là, hop, tour de magie, elle fait la conjonction elle rattrape Spinoza, elle rattrape le psychanalyste et elle les remet dans leur histoire, dans leur histoire juive, et finalement le tour est joué. Et là, vous citiez le Moïse de Freud, c'est exactement ce qu'elle va faire dans ce livre. Finalement, Eliane aimait beaucoup les romans policiers. Elle en avait écrit un, mais elle m'avait dit que elle était... elle avait un avis mitigé sur ce qu'elle avait écrit, mais elle aimait beaucoup ça. Et son deuxième mari aussi, Dr Weil aussi, il dévorait des romans policiers assez lonis. Mais il y a chez elle une logique du roman policier. Il y a ce que je trouve, c'est très très bien quand on écrit des livres en sciences humaines, c'est qu'il faut toujours trouver une énigme. Et donc là, le Moïse de Freud, c'est l'énigme. Finalement, pourquoi Freud considère que Moïse est un Égyptien, qu'il a été tué. Mais en même temps, il y a dans une édition de la traduction de Moïse de Freud, il y a quelques lignes écrites par Freud qui montrent qu'en fait, non, c'est différent, on va le rejudaïser. Freud et Moïse, bien sûr, pas un Égyptien, il est chez nous. Et c'est ce qui l'animait tout le temps, c'est-à-dire de trouver comme ça des signes qui sont des indicateurs, et pour reconstruire l'énigme. Et là, on voit la psychanalyste. C'est le travail de la séance. C'est cette espèce d'écoute flottante, des textes et des rêves, et ensuite pour redonner un sens à ce qui avait été trop, finalement, facilement interprété. Donc le Freud sans Dieu.
Et alors, d'un point de vue, justement, enfin, cette conjonction quand même, elle est particulière. Moi, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour son œuvre. Elle m'a beaucoup apporté. En même temps, je ne partage pas tout ce qu'elle dit. Et notamment, il y a quelque chose qui est très particulier dans cette volonté finalement, de faire conjuguer le rêve et la pensée, c'est ce rapport entre le rationnel et le non-rationnel. Et elle l'assume pleinement dans Penser ou rêver. Elle parle de Popper, qui est un épistémologue. Et pour Popper, les textes, ce n'est pas des rêves. Hein, enfin, et les rêves, ce n'est pas des textes non plus. Enfin. Et c'est une épistémologie qui se confronte qui confronte la théorie à l'empirie, etc. Et Eliane allait au-delà de ça. Et en même temps, enfin, séparer cette barrière entre le rationnel et le non-rationnel, ce n'est pas évident du tout. Et pourtant, c'était son projet. Alors, en toile de fond de ce projet, il y a, vous me direz pour le temps, justement, mon deuxième point, c'est le temps, mais vous me direz à quel moment Encore 10 minutes, d'accord. Alors, la toile de fond de cette pensée conjonctive, c'est le temps. Eliane était une métaphysicienne. Et le temps est véritablement, enfin, le fil rouge de son œuvre, notamment sur son versant philosophique. Et ce qu'elle fait, c'est notamment, enfin, opposer trois temporalités. Et là, je vais aller vite, mais la temporalité grecque, la temporalité chrétienne et la temporalité juive. Pour la temporalité grecque, évidemment, c'était une grande lectrice de Plotin et de Platon. Ça l'avait évidemment beaucoup marqué. En même temps, elle avait un regard plutôt critique. Elle disait que c'était une temporalité de la régression, de la répétition et de la régression plutôt. Et elle disait, ben voilà, Oedipe, c'est la logique temporelle régressive. Pour le christianisme, elle voyait que, enfin, il y avait finalement ce rapport à l'au-delà qui là aussi ne la convainquait pas nécessairement. Et alors pour les juifs, évidemment, c'était très bien, enfin, c'est pas une surprise. La temporalité juive, c'est la temporalité de l'efflorescence. Et il y avait justement ce projet, cette histoire très incarnée, également une histoire qui peut avoir une dimension très agonistique. Et il y avait quelque chose de très important qui revenait souvent dans ses livres, c'était son commentaire du cinquième commandement. Cinquième, je crois. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et elle disait, mais voilà, au départ, je ne comprenais pas, tu honoreras ton père et ta mère, d'accord, mais pourquoi on rajoutait tu honorer ses parents afin que tes jours se prolongent. Elle disait, mais voilà, c'est la question de l'engendrement, c'est la question du rapport intergénérationnel, comme il a déjà été souligné. Et dès lors que le rapport intergénérationnel est bon, honorer père et sa mère, eh bien à ce moment-là, tes jours se prolongent, mais les jours de l'humanité. Ça, c'est plutôt rationnel. C'est-à-dire que s'il y a un bon dialogue entre les générations, l'espèce humaine en tant que telle peut se prolonger. Et donc la vie de l'humanité est prolongée. Ce temps, c'est aussi le temps où l'homme tourne autour de son énigme, justement. Et là, on voit justement comment, à la fois depuis la psychanalyse et depuis la philosophie, elle arrive à cerner justement cette énigme de l'homme qui tourne autour de lui-même. Troisième point, c'est la question de la conjonction dans la responsabilité, la morale. Eliane était une métaphysicienne, mais c'était aussi et beaucoup une philosophe morale. Et de fait, justement, dans la philosophie morale, là, vraiment, enfin, autant, peut-être qu'elle est encore plus oubliée qu'en psychanalyse. Ça, c'est un domaine que je connais un peu. Enfin, chez les philosophes contemporains de la morale, elle est totalement oubliée. Mais même en Israël, elle a eu aussi une position marginale par rapport à l'université israélienne. La référence en Israël, d'un point de vue universitaire, c'est l'université hébraïque. Et Eliane avait
très très peu de contact avec elle. Enfin, l'université hébraïque est très marquée par la pensée, la philosophie anglaise et américaine et la philosophie analytique, et ça, penser ou rêver, ça va pas du tout. Alors, et c'est dommage, justement, qu'elle ne soit pas reconnue. Alors, là, justement, pour donner un exemple de se penser ou rêver, de lire les textes comme des rêves et les rêves comme des textes, dans Isaac est gardien de son frère, elle prend l'exemple d'un proverbe. Un proverbe qui dit A Yehudim, A Revim, Ze Leze. Et elle dit, mais voilà, mais alors, tiens, ce Ain Resh Vav, c'est quoi Arevim? Mais en fait, c'est Aravim aussi. Et donc, ça ferait A Yehudim, Aravim, Ze Leze. Et ça voudrait dire quoi? Donc, A Yehudim, Aravim, Ze Leze, c'est les Juifs sont les gardiens les uns des autres. Mais finalement, ça veut dire quoi? Donc, c'est dans Isaac, gardien de son frère. Les Juifs sont les Arabes les uns des autres. Et ça, c'était très fort. Bravo, Yorfi, parce que c'est ce dont elle parlait là, c'est de la responsabilité, mais pas uniquement au sein du monde juif, mais aussi vis-à-vis des Arabes. Et ça, c'est une question qui est très importante. Et il y avait chez elle, notamment justement dans les livres Penser ou Rêver, cette très grande préoccupation justement de dialoguer avec les musulmans. Et c'était notamment à la fin des années 80, début des années 90, c'était quelque chose qui lui tenait très à cœur. Ce qu'elle disait, c'était qu'il y avait beaucoup plus de points communs entre les juifs et les musulmans qu'entre les juifs et les chrétiens. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas poursuivi dans cette voie-là. Elle avait un interlocuteur qui était Monsef Sheli, mais là, il y avait vraiment un enjeu de morale qui est très important. Alors, je vois que le temps tourne, mais également, enfin, la conjonction dans la responsabilité morale, c'était aussi quelque chose qui était au cœur de sa pratique analytique. Et là, je vais la citer, donc c'est dans la vie morale à nouveau. La véritable démarche analytique rend l'homme moral dans l'exacte mesure qu'elle le délivre des rationalisations, entre parenthèses, sphère de justification. Elle le conforte à une exigence non plus engluée dans le passé, mais ouverte sur le futur. La personne se réalise dans la confrontation avec le temps et par la communication avec autrui, comme dirait Lévinas, le visage d'autrui. Alors, tout à l'heure, il y avait une question à propos de sa thérapeutique. Ben, voilà, alors ça, évidemment que ce n'est pas du tout orthodoxe. Rendre l'homme moral par la cure, il y a beaucoup de psychanalystes qui seraient dubitatifs. Et c'est vrai que bon, c'est un peu simple, parce que bon, toutes les personnes qui ont fait une analyse ne deviennent pas morales, sinon ça se saurait. Enfin, bon. En tout cas, c'était son approche. Et c'est là où vous voyez religion et psychanalyse qui sont associées l'une à l'autre. Est-ce que ça marche? Ça, c'est à vous de voir. Alors, je vais conclure. Je vais laisser de côté la question sexuelle qui a déjà été abordée dans la première partie. Et finalement, Eliane était une lectrice de Bergson et elle enseignait Bergson à Bar-Ilan. Et elle cite à plusieurs reprises une phrase de Bergson qui est bien connue. Tout philosophe n'a jamais dit qu'une seule chose. Et c'est parce qu'il n'est jamais arrivé à la dire qu'il a parlé toute sa vie. Et Eliane, c'était ça. C'est vraiment une œuvre répétitive qui reprend à chaque fois tous ces éléments qu'elle a lancés. Et après, elle lance ce filet pour essayer de les rassembler. Et elle... ce livre, Penser ou rêver, est tout de même à l'image justement de cela. C'est ce qu'elle a toujours voulu dire, d'associer ce rêve à la pensée. Et je ne sais pas si elle a dit tout ce qu'elle a voulu dire, mais je pense qu'elle a laissé ouverte sa pensée. Et une journée comme celle-là, justement, c'est une manière de prolonger ce qui est ouvert et ce qui est à continuer. Et donc voilà, c'est une non-conclusion pour cette communication, mais qui est à l'image de son travail et de son œuvre.